Il faut mettre très près. Bon, je vais utiliser celui-là, c'est mieux. Est-ce que vous m'entendez là? Alors. Excusez-moi, j'essaye de mettre en œuvre un truc, une technique un petit peu innovante qui évidemment résiste. Bon, écoutez, ça ira comme ça, c'est pas très grave. Ok, donc ma mission aujourd'hui, dans l'heure qui vient, c'est essayer de vous donner une perspective un petit peu extérieure et un petit peu vue de très haut finalement de l'enseignement et de ce que c'est que se former à être un enseignant et des sources de connaissances parmi lesquelles vous allez puiser pour devenir un enseignant compétent. Et donc, un des messages principaux que je vais essayer de faire passer, c'est que cette source de connaissances, elle va venir de la recherche scientifique, en éducation évidemment, de différents domaines pertinents de la recherche scientifique, et que d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas totalement vous en désintéresser. Alors on va suivre le plan suivant. D'abord, puisque je parle de recherche scientifique, je vais prendre le temps de réexpliquer ce que j'entends par scientifique et science. Et puis après, on va enchaîner par un petit peu d'épistémologie, c'est-à-dire se questionner sur comment est-ce qu'on acquiert cette connaissance scientifique et comment, en particulier, comment est-ce qu'on sait ce qui marche, entre guillemets, en éducation. De manière à vous amener à comprendre un paradigme assez général qui est ce qu'on appelle l'éducation fondée sur des preuves. Et qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont ses limites, etc. Et je vous montrerai, je vous donnerai une illustration particulière de résultats issus de cette approche. Voilà. Alors, mon idée était de commencer par un quiz. Alors, j'ai un petit problème d'affichage, mais j'espère que vous pouvez lire tout de même. On va faire un jeu interactif. C'est vous-même, vous allez voter dans ce sondage. Donc, la question qui est posée, c'est « Enseigner est-il une science ou un art ?» Et si vous arrivez à voir, vous avez 4 options. Une science, un art, ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois. Ok, donc très simple, vous allez voter par SMS. Ok, donc là, vous êtes autorisé à sortir votre téléphone portable, pour une fois. Donc, la manière de participer, c'est très simple, c'est écrit en haut, mais c'est peut-être pas tout à fait lisible. Donc, il va falloir envoyer 2 SMS au numéro suivant, 06 44 60 09 54. C'est à peu près lisible pour vous, au fond, ou vous voulez que je le répète? 06 44 60 09 54. Et donc, le premier SMS que vous envoyez à ce numéro, c'est en majuscule Franck Ramu 121. Vous voyez, c'est indiqué là-haut. D'accord? Et par ce premier SMS, ça va vous enregistrer dans ce sondage. D'accord? Vous allez recevoir immédiatement un message de confirmation. Si vous n'avez pas de téléphone portable, c'est pas grave, hein, tout le monde n'est pas obligé de participer. C'était ça votre question? Tout le monde, c'est pas du tout obligatoire. Voilà, il n'y a aucune obligation. On va juste recueillir un certain nombre de réponses, juste pour illustrer un petit peu l'état de vos opinions sur le sujet. Le deuxième, une fois que vous avez reçu le SMS de confirmation, le deuxième SMS que vous envoyez contient la réponse, votre réponse à la question. Est-ce que selon vous, enseigner est un art? Réponse A. Est-ce que selon vous, enseigner est une science? Réponse B. Est-ce que selon vous, c'est ni l'un ni l'autre? Réponse C. Ou bien, est-ce que c'est les deux à la fois? Réponse D. Voilà. On va attendre les 40 premières réponses et on va dire que ça suffit pour avoir un échantillonnage représentatif parce qu'on ne va pas y passer 1 heure. Donc voilà, on a déjà dépassé les 40 réponses. Donc, arrêtez de jouer, c'est bon. On va regarder les résultats. Alors, où est-ce que je vais voir? Ah oui. Alors. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer les résultats avec mon petit problème d'affichage là.
pas simple. Ah ouais, bon. Écoutez, je sens que ça va pas marcher cette histoire. Ah non, zut. Bon. Ok, je vais pas arriver à vous montrer les résultats, mais c'est pas très grave. Vous imaginez bien que vous avez des avis variés, qu'il y en a peut-être en gros un quart dans chaque type de réponse. Hein, vous n'avez pas eu le temps de vous concerter. Donc c'est le genre de questions, bon, c'est des questions un petit peu ouvertes, on le lance comme ça à l'Assemblée. Évidemment, chacun a son idée sur le sujet. Ok, maintenant je vous donne ce qui serait ma réponse à cette question, hein, pour ce qu'elle vaut. C'est que finalement, ma réponse, ça serait ni l'un ni l'autre. C'est ni une science, ni un art, parce que pour moi, enseigner, c'est une pratique, d'accord ? C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on fait avec les autres. C'est quelque chose qu'on fait avec des êtres humains, finalement, avec des élèves, d'accord ? Donc ça définit une pratique. C'est une pratique, finalement, au même titre que la médecine, c'est aussi quelque chose qu'on fait avec des autres. C'est aussi comme la psychologie clinique, hein, c'est aussi quelque chose qu'on fait avec les autres. Donc tout ça, ce sont des pratiques. Donc, en soi, c'est ni une science, ni un art. Après, ce genre de pratique, que ce soit l'enseignement ou la médecine ou la psychologie clinique, on n'a pas envie que ce soit n'importe quelle pratique qui produise n'importe quel résultat. D'accord ? Évidemment, parmi tout l'espace de pratique d'enseignement ou de médecine que vous pouvez imaginer, il y en a qui sont moins bonnes que d'autres. Et donc, après, tout l'enjeu, c'est de savoir sur quoi doivent se fonder ces pratiques. Et donc, évidemment, la réponse pour l'enseignement est la même que pour la médecine ou la psychologie clinique. Ces pratiques doivent être fondées sur des connaissances scientifiques, c'est-à-dire fiables et les plus robustes possibles, qui portent sur son objet même. Donc l'objet de l'enseignement, c'est les apprentissages. Donc les pratiques d'enseignement doivent se fonder sur des connaissances scientifiques, sur les apprentissages. Et deuxièmement, sur une évaluation scientifique de ces pratiques. D'accord ? Puisqu'on a dit, toutes les pratiques ne se valent pas, il y en a des bonnes et des moins bonnes. Et comment on sait lesquelles sont les bonnes et lesquelles sont les moins bonnes ? Il faut les avoir évaluées, et ça s'évalue de manière très rigoureuse. Et tant qu'on ne l'a pas fait, finalement, on ne sait pas lesquelles sont les bonnes et les moins bonnes. D'accord ? Donc cette évaluation scientifique des pratiques est absolument indispensable. Voilà ce que serait ma réponse à cette question. Alors du coup, évidemment, ça pose immédiatement la question, qu'est-ce que la science ? Parce qu'on dit, ça doit être une évaluation scientifique, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, scientifique ? Et alors, bon, je sais que parmi vous, il y a des étudiants en sciences qui se destinent à être profs de sciences, donc peut-être ils vont penser que je les insulte en essayant en leur expliquant ce que c'est que la science. Mais en fait, non, je pense que c'est utile parce que mon impression, c'est que finalement, en France, dans le système scolaire français, on n'apprend pas vraiment ce que c'est que la science. En tout cas, du temps où moi j'étais élève, on n'apprenait pas ce qu'était la science. Et j'ai fait des études scientifiques longues, je suis sorti d'une école d'ingénieur, et en sortant avec un diplôme d'ingénieur, je ne savais toujours pas ce que c'était la science. C'est catastrophique quand on y pense quand même. En sortant d'une école d'ingénieur, 5 années d'études scientifiques, on forme des gens qui ne savent pas encore ce que c'est que la science. Mais quand est-ce qu'on va leur apprendre ? Donc ça, c'est problématique. Finalement, j'ai découvert ce que c'était la science en faisant un DEA, donc un M2 de sciences cognitives, qui était pour un ingénieur, pourtant, paradoxalement, une voie de sortie qui semblait très peu scientifique. Vous voyez un peu le... Mais donc finalement, c'est en me mettant à faire moi-même de la recherche que j'ai compris ce que c'était que la science. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Pour essayer de dégonfler le mythe selon lequel la science, finalement, c'est un petit nombre de disciplines qui reposent sur les mathématiques. Donc c'est les maths, c'est la physique, c'est la chimie, c'est la biologie. Ça, c'est ce qu'on appelle les disciplines scientifiques. Et donc en France, on pense que si on a étudié ces disciplines, on fait de la science, et que toutes les autres disciplines, c'est pas de la science. C'est une espèce de vision un petit peu catégorielle. Et en fait, non, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ça, la science. Donc qu'est-ce que c'est ? La science, c'est en fait une démarche par laquelle on acquiert de la connaissance. Et cette démarche consiste à formuler des hypothèses. Donc une hypothèse, par exemple, ça serait que telle méthode d'enseignement de la lecture permet aux élèves de bien apprendre la lecture. D'accord ? Alors ça, c'est une hypothèse possible, mais ce qui est intéressant, c'est de comparer différentes hypothèses entre elles, donc de formuler aussi des hypothèses alternatives. Donc si on doit faire ça, on va dire, voilà,
on va faire l'hypothèse que la méthode syllabique permet d'apprendre plus efficacement la lecture qu'une méthode globale, par exemple. C'est une hypothèse possible, mais bon, l'hypothèse alternative, c'est que c'est la méthode globale qui est la meilleure, pour évoquer un débat un petit peu caricatural. Donc voilà, il faut commencer par formuler des hypothèses claires et formuler des prédictions testables qui découlent de ces hypothèses. Testable, ça veut dire qu'on va pouvoir vérifier dans le monde réel, d'accord ? Si les prédictions qui dérivent de ces hypothèses portent sur le sexe des anges, évidemment, on ne va pas pouvoir les tester. Donc dans le cas que j'ai évoqué, des prédictions testables qui dérivent des hypothèses, ça serait, bon ben voilà, si on prend un ensemble de classes de CP, et que la moitié des classes de CP, on leur enseigne avec une méthode syllabique, et l'autre moitié des classes de CP, on leur enseigne avec une méthode globale, et puis on mesure le niveau de lecture qu'ils ont atteint à la fin de l'année de CP, eh bien la prédiction de la première hypothèse, c'est que ceux qui ont subi la méthode syllabique liront mieux que ceux qui ont subi la méthode globale. La prédiction de l'hypothèse inverse, alternative, c'est que ceux qui auront subi la méthode globale liront mieux à la fin de l'année. Voilà, ça ce sont des prédictions testables qu'on a dérivées des hypothèses qu'on a formulées. Et alors, une fois qu'on a formulé ces prédictions testables, eh ben, il n'y a plus qu'à y aller, on peut les tester, et donc on les teste en recueillant des données factuelles, hein, pas juste des discours, des données de l'observation ou de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on va mesurer le niveau de lecture des élèves à la fin de l'année, et on va faire un travail de comparaison des scores de lecture entre les élèves qui ont eu une méthode et les élèves qui ont eu une autre méthode. Donc, et cette comparaison, évidemment, va impliquer un petit peu de statistiques, mais ça, c'est quelque chose de relativement secondaire. Ce qui est essentiel, en quelque sorte, c'est de confronter les prédictions des hypothèses au monde réel, d'accord ? Confronter la théorie, mettre la théorie à l'épreuve du réel. Et c'est seulement une fois qu'on a fait ça qu'on peut tirer des conclusions sur ces hypothèses. On revient vers ces hypothèses en fonction des résultats qu'on a obtenus. On va dire l'hypothèse A a l'air d'être plus confortée que l'hypothèse B, ou le contraire, ou les données n'ont pas permis de départager les deux hypothèses. D'accord ? Et à partir de là, eh bien, on revient vers nos hypothèses, on les rejette, on les valide, ou on est amené à les modifier de manière à ce qu'elles concordent mieux avec les données. Et puis on est amené à en formuler des nouvelles qui bâtissent sur les précédentes et à conduire de nouvelles expériences. Et ainsi, de proche en proche, on construit un corpus de résultats qui permettent d'avoir un modèle de plus en plus fidèle de la réalité. C'est ça la démarche scientifique. Quand tous les chercheurs dans toutes les disciplines qui font de la science, ils appliquent cette démarche. Et donc cette démarche, elle est complètement transversale à toutes les disciplines. On peut appliquer cette démarche, on l'applique évidemment en physique, en biologie ou en chimie, mais on peut aussi tout à fait l'appliquer en psychologie, et on l'applique en psychologie, et on l'applique en sciences de l'éducation, et on l'applique en sociologie et dans toutes les sciences humaines et sociales. Donc c'est pas l'étiquette disciplinaire qui fait la science, hein, et c'est pour ça que je récuse totalement la distinction entre sciences molles et sciences dures. C'est pas la discipline qui fait la science, c'est la démarche qu'on utilise dans la discipline. Dans chaque discipline, il y a des gens qui utilisent cette démarche et il y a des gens qui ne l'utilisent pas. D'accord ? C'est la démarche qui fait la crédibilité du résultat. Donc, ayant explicité ce qu'est la science, après on peut se poser la question, ok, bon, mais alors en suivant cette démarche, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ? C'est l'objet de bien des débats. Donc, une des choses que la science ne peut pas dire, la science, elle porte sur l'état du monde. Elle peut dire, voilà, le monde est comme ça, il fonctionne comme ci et comme ça. Elle ne peut pas répondre à des questions de valeur. Elle ne peut pas dire ce qui est bon. Elle ne peut pas dire ce qu'il faut faire. Elle ne peut pas dire quels objectifs on doit se fixer. Donc, dans le domaine de l'enseignement, la science ne va jamais pouvoir dire ce qu'est une bonne éducation. Elle ne va jamais pouvoir dire ce qu'il faut enseigner et qui est défini par les programmes. Elle ne va jamais pouvoir dire ce qui est acceptable ou pas. Par exemple, les châtiments corporels, pendant plusieurs siècles, c'était une pratique acceptable dans l'enseignement. Et puis, il y a quelques décennies, on a considéré que c'était plus acceptable. Et maintenant, aujourd'hui, on considère que c'est même plus acceptable au sein de la famille. Donc là, c'est une valeur qui a évolué, la société a évolué, et ça se reflète dans ce qu'on considère acceptable ou pas dans l'enseignement. La science n'a strictement rien à dire là-dessus. En revanche, à partir du moment où on s'est fixé des objectifs, et des contraintes et des limites, alors la science peut donner des éléments pour les atteindre. Et peut dire, donc ça porte sur les moyens, elle peut dire dans quelles conditions
on va atteindre tel objectif plus facilement que dans tel autre. Donc elle peut déterminer, par exemple, dans quelles conditions les élèves apprennent mieux ou dans quelles conditions ils apprennent moins bien. Elle peut déterminer quelles pratiques pédagogiques sont plus ou moins favorables aux apprentissages. Autrement dit, elle peut aider à comprendre qu'est-ce qui marche dans l'enseignement et qu'est-ce qui marche moins bien. D'accord ? Ça, c'est du ressort de la science. Donc c'est important de bien distinguer les deux objectifs. Ok, et alors, du coup, qu'est-ce que la science peut dire qui relève vraiment des compétences fondamentales d'un enseignant qu'il est censé acquérir pendant sa formation ? Donc qu'est-ce que c'est ces compétences fondamentales d'un enseignant ? Alors vous savez peut-être pas encore que vous avez un référentiel de compétences qui est défini dans un texte de loi, etc. Vous l'apprendrez suffisamment tôt. Bon, ce référentiel de compétences est pas mal. Bon, il est beaucoup plus détaillé que ce que je vais vous montrer. Si on le réduit à sa vraiment substantifique moelle, on pourrait dire, premièrement, il faut connaître le sujet à enseigner. Donc la discipline ou les disciplines que vous allez enseigner, évidemment, il faut les connaître mieux que vos élèves, les connaître suffisamment pour être capable de les enseigner. Ça, c'est l'évidence même. Deuxièmement, il faut savoir comment l'enseigner. C'est une chose d'être fort en maths, c'en est une autre de savoir enseigner les maths de telle manière que les élèves les comprennent. Okay ? Donc ça, c'est l'objet de la didactique. Donc ça, là, il y a déjà une compétence qui doit se fonder sur des connaissances scientifiques. Quelle est la manière d'enseigner tel concept de mathématiques qui font que les élèves le comprennent ? Est-ce que c'est la pratique A, la pratique B, la pratique C ? Si on ne l'évalue pas de manière scientifique, on ne le saura jamais. Donc là, déjà, la science a quelque chose à dire. Deuxièmement, il faut savoir de manière plus générale comment les élèves apprennent et comment ils fonctionnent. Donc ça relève de la psychologie. Et là aussi, c'est la science psychologique qui nous permet d'acquérir des connaissances sur comment les élèves apprennent et comment les élèves fonctionnent, et dans quelles conditions. Et puis enfin, il faut acquérir une espèce de compétence professionnelle qui consiste à planifier et mettre en œuvre des pratiques d'enseignement qui sont efficaces, entre guillemets, c'est-à-dire qui vont permettre aux élèves d'apprendre. Donc ça, on pourrait dire que ça relève de la pédagogie. Et là aussi, ces pratiques d'enseignement, il y en a un très grand nombre, des bonnes et des moins bonnes, et c'est à nouveau l'approche scientifique qui va permettre de les départager. Donc vous voyez que finalement, si on prend les compétences fondamentales des enseignants, pour une bonne partie d'entre elles, en fait pour toutes sauf la discipline, l'approche scientifique a quelque chose à dire. Elle a quelque chose à dire sur finalement la manière dont fonctionnent les élèves et l'efficacité des pratiques que vous pouvez mettre en œuvre. Alors j'ai parlé d'efficacité, quelquefois on entend, il y a des gens qui pensent que efficacité c'est un gros mot, que vraiment demander aux enseignants d'être efficaces c'est les insulter, ou c'est leur demander d'être des éléments dans un système productiviste, etc. Bon, moi je ne pense pas que l'efficacité ça soit un concept scandaleux en soi. Après tout, on vous confie l'éducation de nos enfants. Évidemment, on a envie que l'enseignement délivré soit de bonne qualité et que les enfants apprennent. Sinon, on ne vous les confierait pas. Et d'ailleurs, c'est votre intérêt à vous aussi. Si aujourd'hui, vous vous engagez dans une formation pour devenir enseignant et que vous envisagez la carrière enseignante, c'est évidemment pas dans le but d'être inefficace. Personne ne s'engage dans une carrière en ayant pour but d'être inefficace. On a tous envie d'être performants dans notre travail, c'est-à-dire simplement de faire bien notre travail, d'accomplir l'objectif qu'on se fixe. Et l'objectif de l'enseignant, c'est que ses élèves apprennent. D'accord ? Et ce n'est pas gagné d'emblée. Il y a plein de cas où c'est difficile, en fait, d'obtenir que les élèves apprennent. Donc ça demande un effort particulier de la part de l'enseignant de mettre en œuvre des pratiques qui font que ses élèves apprennent. Être efficace, c'est ça. Okay ? Donc ce n'est pas un gros mot, c'est le minimum qu'on peut demander à un enseignant, finalement. Et évidemment, ce n'est pas facile, et on l'atteint plus ou moins, mais voilà, chaque enseignant doit avoir pour objectif d'être aussi efficace qu'il le peut. Ok, donc on arrive un petit peu au cœur du sujet, qui est la partie épistémologique, en quelque sorte, qui est finalement, ok, bon, on a compris qu'il y a des pratiques qui sont bonnes, efficaces, et puis des pratiques qui le sont moins, et alors comment on va savoir lesquelles sont lesquelles ? Et donc, comme je l'ai dit, il faut appliquer la démarche scientifique à l'étude des pratiques. Parce que finalement, quelles pourraient être les idées qu'on aurait ? Les idées naïves, vous interrogez les gens dans la rue, alors à votre avis, comment on fait pour savoir quelles sont les pratiques pédagogiques qui marchent ? On va interroger les enseignants. Les enseignants, eux, ils doivent bien savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors le problème qu'il y a si on demande aux enseignants, ou aussi si on demande aux élèves, évidemment les élèves ils devraient savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Le problème, oui, on pourrait aussi dire,
une réponse un peu plus sophistiquée. On va observer ce qui se passe en classe, on va observer ce que font les enseignants, on va observer les progrès des élèves, on va faire le lien entre les deux. Ok, ça c'est une autre idée intéressante. Alors les problèmes que ça pose, d'abord, si on demande aux enseignants ce qu'ils en pensent ou aux élèves ce qu'ils en pensent, ils vont parler de leur propre vécu subjectif. Et le problème, c'est que les impressions subjectives sont trompeuses. Je vais l'illustrer dans un instant. On a tous des intuitions sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui ne marche pas, y compris parmi les choses qu'on fait nous-mêmes. Dans bien des cas, ces intuitions sont trompeuses. Elles peuvent être même gravement erronées. Donc il faut apprendre à se méfier un petit peu de ses propres intuitions et à chercher d'autres sources d'informations. Même si on introduit un observateur un petit peu objectif qu'on interpose entre l'enseignant et les élèves pour voir quel est le lien entre les pratiques enseignantes et les apprentissages des élèves, les observateurs eux-mêmes, s'ils se contentent juste d'observer dans la classe et de dire « Ah oui, les élèves apprennent bien », les observateurs eux-mêmes font des observations qui sont subjectives. Comment est-ce qu'ils savent si les élèves apprennent bien ? Comment est-ce qu'ils ont caractérisé la pratique de l'enseignant ? Bon, tout ça, ça peut être extrêmement subjectif. Si on se contente d'observations qualitatives et descriptives, on a aussi de fortes chances de se leurrer en essayant de faire le lien entre les pratiques des enseignants et les progrès des élèves. Et puis, il y a tout un tas de facteurs confondus. Vous voyez, c'est pas tout de dire « Ah, ben regardez, cet enseignant, il utilise telle méthode de lecture, et regardez, à la fin de l'année, ses élèves, ils lisent pas mal. » Ok, mais il y a plein de facteurs qui sont confondus avec ça. D'abord, c'est les élèves, ils ont grandi. Donc, en grandissant, leur cerveau mature, ils apprennent plein de choses à l'école, en dehors de l'école. Finalement, est-ce que ce qu'ils ont appris, c'est grâce à l'enseignant ? Est-ce que c'est grâce à la méthode particulière utilisée par l'enseignant ou pas ? Comment le savoir, hein, on ne peut pas le savoir si on n'a pas comparé avec un autre type d'enseignement. Donc il y a toujours un certain nombre de facteurs confondus qui vont entraver un petit peu l'attribution de causalité aux effets qu'on observe. Je vais y revenir aussi. Donc en fait, ce dont on a besoin si on veut vraiment évaluer les pratiques pédagogiques, c'est de méthodes qui sont plus objectives et qui contrôlent les facteurs confondus. Je vais expliciter tout ça, c'est peut-être encore un peu mystérieux à ce stade. Et avant cela, je vais faire un petit détour par l'histoire de la médecine, en fait, puisque finalement, les problèmes qu'on se pose en pédagogie, comment évaluer les pratiques enseignantes, c'est exactement les mêmes problèmes qu'on s'est posés en médecine, comment évaluer les pratiques médicales. Pas seulement comment évaluer les médicaments, mais comment évaluer les pratiques médicales. Est-ce que c'est bien de se laver les mains avant de toucher le patient ? Est-ce que c'est bien de désinfecter les instruments avant de faire de la chirurgie ? Est-ce qu'il faut faire de la psychothérapie comme ci ou comme ça ? Vous voyez, tout ça, c'est des pratiques médicales ou paramédicales qu'il a fallu évaluer un jour pour avoir la médecine moderne et efficace qu'on a aujourd'hui. Mais ce n'est pas venu en un jour. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait des pratiques médicales qui étaient comme la saignée. Donc la saignée, vous savez, c'est cette pratique qui consiste à ouvrir une veine du patient et à laisser s'écouler une certaine quantité de sang. D'accord ? Et donc c'est une pratique qui est très ancienne, qui a été inventée de multiples fois, dans de multiples cultures. En Occident, on l'hérite de la médecine grecque. Okay ? Donc ça a plus de 2000 ans. Et ça a été pratiqué pendant à peu près 2000 ans, justement. Si on regarde l'efficacité objective telle qu'on sait la mesurer aujourd'hui, elle est négative. Et ça tombe sous le sens pour vous, qui avez été éduqués aussi dans la médecine moderne. C'est sûr que si on enlève du sang au patient, ça ne va pas améliorer les choses. Et en fait, objectivement, ça va plutôt dégrader son état, parce que le sang, c'est quand même quelque chose d'utile. Donc, à part une indication médicale très particulière, dans toutes les autres indications, la saignée, c'est mauvais pour le patient. Ça dégrade sa santé. Il y a même des gens qui en sont morts. Même le premier président des États-Unis, George Washington, il avait un rhume, et puis son rhume s'est un peu aggravé, ses médecins l'ont saigné un peu, et puis son rhume s'est infecté, ses médecins l'ont saigné plus, et puis ça allait pas mieux, ils l'ont saigné encore, et puis il est mort. Voilà comment on tue le premier président des États-Unis, avec une pratique médicale non seulement inefficace, mais nuisible. Donc on peut se moquer de tous ces médecins qui ont pratiqué la saignée pendant finalement 2000 ans, puisqu'elle a perduré jusqu'au 19e siècle. Mais quand même, on peut se dire, mais tous ces médecins pendant 2000 ans, comment c'est possible ? Bon, évidemment, ils n'avaient pas la formation du 21e siècle en médecine, mais quand même, ils avaient des yeux pour voir.
Ils ont pratiqué chacun la saignée sur des dizaines de patients. Ils ont observé l'évolution de l'état de leurs patients. Comment ils ont fait, à l'issue de ces multiples observations, pour rester convaincus que la saignée améliorait l'état de leurs patients? S'ils avaient des yeux pour voir, ils auraient dû voir que ça dégradait l'état de leurs patients. Mais ils ont continué à penser que ça améliorait l'état de leurs patients. Et ils en ont été tellement convaincus qu'ils ont formé la génération suivante de médecins à la même chose. Et ça a continué comme ça pendant 2000 ans. Vous vous rendez compte? Vous voyez, ça montre à quel point on peut se leurrer si on se contente juste d'observer sa pratique comme ça, de manière informelle. On fait des choses sur des patients, on a l'impression qu'ils vont mieux, et on peut se leurrer, mais dans les grandes largeurs. Eh bien, pour les enseignants, c'est pareil. On fait des choses avec les élèves, on a l'impression qu'ils apprennent, et on peut se tromper complètement. Peut-être ils apprennent vraiment, mais on peut se tromper complètement sur le rôle qu'on a joué dans ce progrès. Donc cette petite histoire pour vous avertir sur le fait que vous avez des intuitions, on a tous des intuitions surtout. En tant qu'enseignant, vous aurez des intuitions sur l'efficacité de votre pratique qui seront basées sur vos observations, sur ce que vous faites et sur ce que vos élèves deviennent. Et il faut être très conscient que ces intuitions que vous aurez peuvent être complètement fausses. Il faut se méfier de ces intuitions, il faut être suspicieux vis-à-vis des observations informelles qu'on fait. D'accord ? C'est une énorme leçon que nous a apporté l'histoire de la médecine. Donc c'est un petit peu ce que je vous écrivais ici. Alors pourquoi finalement est-ce qu'on se leurre si facilement, hein? Ça s'applique à tous les domaines, pas seulement à la médecine et à l'enseignement. On se leurre tout le temps malheureusement, parce qu'on est des pauvres êtres humains avec un cerveau de primate et qu'on n'est pas fait pour évaluer l'efficacité des pratiques. Alors il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs mécanismes psychologiques, et ça c'est d'ailleurs l'approche scientifique en psychologie qui a permis de dévoiler ces mécanismes et ces biais psychologiques, qui nous montrent que finalement les croyances et les attentes que nous avons biaisent notre perception, qu'on soit clinicien ou enseignant ou n'importe quoi d'autre. On a une idée en tête, on se dit « Ah oui, ça doit être une pratique efficace », on la met en œuvre, on observe les résultats, et quel que soit le résultat, on a tendance à croire que ça a marché. D'accord ? On se leurre. On est biaisé. On a ce qu'on appelle un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on va faire un certain nombre d'observations, par exemple on répète la pratique sur 10 patients ou 10 élèves, on regarde l'évolution de ces 10 patients ou 10 élèves. Ceux qui apprennent bien, on se dit, voilà, c'est la preuve que ma pratique a marché, et ceux qui apprennent pas, on va se trouver une excuse, on va dire, oui, mais lui, il n'était pas doué de toute façon, ou il a fait ceci, ou il n'a pas fait attention, ou il a fait cela, etc. On trouve toujours une bonne raison pour écarter les données qui ne confirment pas l'hypothèse qu'on avait a priori. Okay, ça s'appelle le biais de confirmation. On a aussi la mémoire sélective, c'est-à-dire que tous les cas qui ne marchaient pas, on va très vite les oublier, et on va garder en mémoire les cas qui marchaient et qui semblaient confirmer notre hypothèse. Okay, tout ça, c'est des biais psychologiques qui ont été bien étudiés et qui sont avérés. Il y a d'autres problèmes plus fondamentaux, qui est que on voit que le patient a sa santé qui s'améliore, on voit que l'élève apprend, mais comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la cause de l'évolution? D'accord ? Évidemment, on a enseigné à l'élève pendant ce temps-là, donc on pense qu'il y a un lien entre l'enseignement qu'on a fait et les progrès de l'élève, mais en fait l'élève il a une vie en dehors de la classe, il y a plein de choses qui sont arrivées à l'élève, et on ne peut pas avoir la preuve formelle que c'est ce que nous on a fait sur l'élève qui est la cause de son progrès. Vous voyez, il y a un vrai problème de détermination de la cause. Et en fait, si on voulait vraiment savoir si c'est notre intervention qui a produit le progrès, l'expérience qu'il faudrait mener, c'est « Ok, j'enseigne la lecture avec la méthode syllabique à tel élève, et puis je vois s'il apprend ou pas. Après, je prends une machine à remonter le temps, on revient à la case départ, et je reprends le même élève, et je lui fais la méthode globale. Et on va jusqu'au bout, on fait le test, on voit s'il lit bien ou pas, et après on compare s'il lisait mieux dans le monde A syllabique ou dans le monde B syllabique, global. Okay ? Bon, vous voyez tout de suite le problème avec cette méthode, c'est qu'on n'a pas la machine à remonter le temps. Mais ça pose le problème fondamental qui est que vraiment, si on voulait avoir la certitude absolue qu'on est la cause d'un progrès, il faudrait faire ça. On ne peut pas faire ça. Et ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres moyens méthodologiques, un petit peu plus détournés, un petit peu plus compliqués, pour essayer de résoudre cette équation et de quand même avoir un certain niveau de confiance dans le fait qu'on a produit un effet sur l'élève. Et donc,
ces problèmes que j'ai listés, ces biais psychologiques, en fait, ils existent toujours, et ils existent chez tout le monde, et y compris encore aujourd'hui au XXIe siècle, chez les médecins et les enseignants les mieux formés. On ne peut pas se débarrasser des biais cognitifs de l'espèce humaine. Donc ça veut dire qu'à défaut de s'en débarrasser, il faut les connaître, il faut en tenir compte et utiliser des méthodologies qui permettent de les neutraliser. Et c'est ça finalement la méthode scientifique appliquée à l'évaluation des pratiques. Donc comment on fait? Évidemment, comme je l'ai dit, on formule des hypothèses, on formule des prédictions testables, on teste ces prédictions en recueillant des données. Et donc comment ça se traduit concernant les pratiques pédagogiques? Comme je le disais avec mon petit exemple, hypothèse A, les élèves vont progresser mieux avec la méthode A, hypothèse B, ils vont progresser mieux avec la méthode B. Et donc on a l'hypothèse que les élèves progressent, et sur la mesure qu'on choisit, qui est pertinente évidemment, sur des résultats scolaires ou sur des tests spécifiques. Et la seconde partie de l'hypothèse, c'est que ces progrès qu'on va peut-être observer en les mesurant sont causés par l'intervention qu'on a faite, par la pratique qu'on a mise en œuvre, au moins en partie. Et ça, c'est la partie cruciale de l'hypothèse. Comment arriver à prouver cette partie-là? Alors, si on part d'une méthodologie simple et banale, donc j'observe simplement, j'enseigne à un élève et puis j'observe s'il progresse ou pas. Bon, il y a plusieurs hypothèses alternatives qu'il faut considérer et qu'il faut rejeter pour prouver que j'ai vraiment eu l'effet désiré. La première, ça serait que les observations que je fais ne correspondent pas au progrès réel des élèves. Ça veut dire, c'est ce qui peut arriver si j'évalue les progrès des élèves comme ça au pifomètre en regardant, ouais, il fait bien, il fait pas bien. Donc, il y a un problème d'objectivation du résultat, et la réponse à ça, elle est relativement simple. Ça veut dire qu'il faut avoir une mesure objective du niveau des élèves ou des progrès des élèves, et qui soit, si possible, indépendante de l'enseignant ou de la personne qui intervient. Parce que, évidemment, l'enseignant ou la personne qui corrige, eh bien, elle a sa propre croyance dans le fait que c'est efficace, et donc elle est déjà biaisée dans sa correction. Donc c'est pour ça que dans les protocoles de recherche médicale, les personnes qui évaluent l'état des patients à la fin de l'essai clinique ne sont pas les mêmes que celles qui ont conçu et qui ont mis en œuvre l'intervention. Okay, bon, dans l'enseignement, ça ne se fait pas souvent d'échanger les copies entre les enseignants, mais ça serait une réponse possible à cette objection. Bon, une deuxième hypothèse alternative à l'hypothèse que vous êtes la cause des progrès de vos élèves, ça pourrait être que vous avez fait l'expérience sur un élève, mais peut-être cet élève, il n'est pas représentatif. Peut-être que ça marche avec cet élève, mais les 10 prochains que vous allez voir, ça ne va pas marcher avec eux. Okay, donc ça, là aussi, la réponse est simple. Évidemment, il ne faut pas faire l'expérience sur un seul élève. Il faut faire l'expérience sur un grand groupe d'élèves. Et bon, typiquement, on considère qu'au moins 40 par groupe, c'est le minimum pour avoir une certaine validité statistique. Donc, évidemment, voilà. Faire des observations nombreuses. Alors, plus compliqué, évidemment, l'hypothèse alternative au fait que vous soyez la cause des progrès, c'est que vous n'êtes pas la cause des progrès. Et alors ça, c'est compliqué parce qu'il y a plein d'autres causes des progrès. Alors, la réponse à ça, qui est utilisée habituellement, c'est avoir des groupes contrôle. Okay, c'est bien d'utiliser la méthode A, d'y exposer toute une classe d'élèves pendant un an et de voir qu'à la fin, ils ont appris à lire. Mais ils ont appris à lire par rapport à quoi? La question, c'est est-ce qu'ils ont appris à lire mieux avec cette méthode A que si on avait fait autre chose? Donc on ne peut pas juste avoir un groupe dont on voit qu'il progresse. On est obligé de comparer la progression de ce groupe avec celle d'un autre groupe qui a subi un traitement différent. Donc à minima, il faut comparer le groupe qui a fait la méthode A avec le groupe qui a fait la méthode B. Ou le groupe qui a fait la méthode A avec un groupe qui a fait l'enseignement tout venant qu'on n'a pas particulièrement codifié chez les enseignants, voilà, dans un autre groupe d'enseignants. Donc ça, c'est aussi un autre ingrédient méthodologique fondamental. On a toujours besoin d'au moins un groupe contrôle qui permet de fournir le maître étalon finalement de l'évolution spontanée des progrès des élèves auxquels on va devoir comparer les progrès qui sont potentiellement dus à notre intervention. Parce que, et c'est un peu la même version du problème, évidemment les progrès de l'élève peuvent être moins bons que ceux qui seraient obtenus encore par une autre pratique pédagogique. Donc on a intérêt en fait à avoir comme groupe contrôle la pratique pédagogique qui est, au moment où on conçoit l'étude, la meilleure connue. Un autre problème possible, c'est il se pourrait que donc, vous avez un groupe d'enfants qui a la méthode A, un groupe d'enfants qui a la méthode B.
À la fin, ceux qui ont fait la méthode A sont meilleurs que ceux qui ont fait la méthode B sur la mesure scolaire que vous avez choisie. Mais ça se trouve, ils étaient déjà meilleurs au début. Ah ben oui, ça arrive. Alors donc ça veut dire que il faut se préoccuper du niveau de départ des élèves, s'assurer que les élèves dans le groupe A ont le même niveau en moyenne que les élèves dans le groupe B dès le départ de l'expérience, sinon c'est biaisé et c'est foutu à la fin, on ne peut plus interpréter. D'accord ? Et donc souvent, donc on peut contrôler le niveau initial des élèves et souvent la manière dont on va obtenir ça, ça va être d'une part en ayant des grands effectifs dans les deux groupes, et d'autre part en randomisant, c'est-à-dire en attribuant les élèves de manière aléatoire dans les deux groupes. Si on les attribue de manière aléatoire dans les deux groupes, alors avec des grands nombres, il n'y a plus aucune raison qu'il y ait des différences significatives entre les deux groupes. Et puis, bon, évidemment, il y a encore d'autres possibilités. Peut-être que donc il y a un enseignant qui a mené la méthode A avec sa classe, un enseignant qui a mené la méthode B avec sa classe. À la fin, les élèves du groupe A sont meilleurs. Est-ce que c'est dû à la teneur de la méthode elle-même ou est-ce que c'est dû à la qualité intrinsèque de l'enseignant qui aurait eu des meilleurs résultats que l'enseignant B, quelle que soit la méthode qu'il aurait adoptée? Vous voyez? Donc là aussi, il y a des facteurs confondus entre la qualité intrinsèque de l'enseignant, la méthode qu'il a mise en œuvre, etc. Donc là, ça appelle des contrôles un peu plus compliqués qui seraient de randomiser les enseignants dans différentes formations qui conduisent à différentes interventions. Tout ceci pour vous dire que c'est loin d'être simple en fait. Si on veut vraiment bien évaluer et comparer l'efficacité de différentes pratiques pédagogiques, ça conduit à mettre en œuvre des expérimentations qui sont complexes méthodologiquement, qui sont lourdes parce qu'elles impliquent beaucoup d'enseignants et beaucoup d'élèves, qui sont donc coûteuses, qui demandent du temps et qui demandent des compétences assez pointues. Et ça conduit à ce qu'on appelle la méthodologie de l'essai randomisé contrôlé, qui est devenue le standard pour l'évaluation de toutes les pratiques médicales. Et qui est en fait aussi le standard pour l'évaluation des pratiques pédagogiques, même s'il est moins utilisé dans la recherche en éducation. Donc finalement, ça conduit à avoir ce genre de méthode expérimentale dans lequel on attribue aléatoirement les élèves dans différents groupes expérimentaux qui vont avoir des traitements différents, donc groupe A, groupe B. On fait un pré-test, on mesure le niveau initial des élèves dans la compétence cible de l'intervention. Ensuite, et donc ça nous donne des scores pour le groupe A et pour le groupe B. Ensuite, on mène l'intervention pendant le temps qui est jugé pertinent. Le groupe A reçoit la méthode A, le groupe B reçoit la méthode B. Et puis, on fait un post-test, toujours dans la compétence pertinente, et on voit les scores du groupe A, les scores du groupe B. Et on va rapporter ça, évidemment, au score obtenu dans le pré-test pour évaluer la progression. Et on voit dans quelle mesure le groupe A a progressé, dans quelle mesure le groupe B a progressé. Et là, on fait des statistiques de manière à savoir si, effectivement, comme le suggère l'image ici, le groupe B a significativement plus progressé que le groupe A. À l'issue de quoi, on peut peut-être dire que oui, on a une certaine preuve que la méthode B est plus efficace que la méthode A. C'est ça la méthodologie de l'essai randomisé contrôlé. C'est lourd, c'est compliqué, ça casse les pieds à tout le monde, mais tant qu'on ne fait pas ça, eh bien, on n'a pas rejeté au moins une ou plusieurs des hypothèses alternatives que je vous avais montrées à côté. Donc, voilà un petit peu l'équation compliquée qui se pose aux gens qui font de la recherche en éducation. Alors, on arrive finalement à cette espèce de hiérarchie des preuves. Quand on dit qu'on a la preuve de quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? On vous dit la méthode globale est meilleure que la méthode syllabique, ok, mais qui vous dit ça et sur quoi il se fonde? Si c'est votre boulangère qui vous dit ça, vous pouvez vous dire que bon, c'est son avis, voilà. Après, vous avez quelque chose qui est plus « Ah, mais moi j'ai un enseignant qui m'a dit que la méthode syllabique, ça marchait vachement bien. » Ok, donc là, c'est un témoignage de quelqu'un qui semble être expert, c'est déjà mieux que la rumeur populaire. Ou alors, vous pouvez avoir un enseignant qui vous dit directement « Ah, ça, c'est une méthode qui marche très bien. » Donc là, vous avez un témoignage direct. C'est pas indirect, c'est direct. Donc ça a déjà une valeur de preuve un petit peu supplémentaire, parce que les témoignages indirects, hein, vous savez comment ça se passe, vous voyez ça sur les réseaux sociaux, ça peut devenir tout et n'importe quoi. Donc c'est pas que ça n'a pas de valeur, mais ça a une valeur limitée. Parce qu'un enseignant vous dit telle méthode est super, mais un autre enseignant va vous dire « Ah ben non, ça marche pas du tout, c'est tel autre qui est super. » D'accord ? Alors après, un cran au-dessus, il y a ce que vous disent les experts. Alors dans votre cas, les experts, c'est les enseignants, les formateurs de l'ESP. Eux, ils sont un cran au-dessus de vous dans la hiérarchie, ils font figure d'experts et ils savent mieux que vous ce qui marche. Donc ils vont vous dire, voilà, ça c'est une bonne pratique, ça c'est une moins bonne pratique. Donc ça a plus de valeur que
toutes les anecdotes qu'on a vues auparavant. Mais est-ce que ça suffit, la parole d'un expert? Bon, vous voyez, dans les médias, on interviewe plein d'experts et ils disent à peu près tout et son contraire sur tous les sujets. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on nomme quelqu'un un expert que tout d'un coup, il a la vérité révélée et la science infuse. Et c'est probablement pareil dans les formations à l'enseignement. Vous allez entendre des enseignants qui vont vous dire un truc et d'autres qui vont vous dire un truc qui est en fait pas compatible, qui est contradictoire. Donc, tous les experts ne sont pas d'accord entre eux. Et c'est important de s'en rendre compte. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre au-dessus? Déjà, au-dessus, ce qu'on peut mettre, c'est quand il y a un consensus d'experts. Si au moins tous les experts qu'on interroge dans un domaine semblent être d'accord sur un point, alors ça a déjà plus de valeur de preuve que si c'est juste un expert qui le dit. Ça, c'est important. Mais après, la bonne question qu'il faut se poser, c'est « Ok, mais sur quoi se fondent ces experts pour dire ce qu'ils disent ?» Et là, on est un petit peu obligé de remonter à la source, aux données sur lesquelles ils basent leur opinion. Et ces données, ça va être des études, donc là on est au premier étage de la pyramide des preuves, des études expérimentales telles que celles que je viens de vous décrire. Alors une étude toute seule qui montre un résultat, c'est un certain niveau de preuve, on va dire, c'est le premier niveau de preuve. On est au premier étage de la pyramide. Dans la recherche médicale, on appelle ça grade C. Okay. Pourquoi ça n'est que grade C? Pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas d'une étude pour établir un résultat? Parce que peut-être que l'étude suivante qui reproduit la même méthodologie et qui fait la même expérience, elle va trouver un résultat différent. Peut-être elle ne va pas répliquer que la méthode A est meilleure que la méthode B. Peut-être elle va trouver que les méthodes ne sont pas différentes. Peut-être même qu'elle va trouver que la méthode B est meilleure que la méthode A. Ça arrive en fait dans la recherche expérimentale que des expériences successives qui ont l'air de tester la même chose se contredisent. Ça fait partie des aléas de la recherche expérimentale. Et donc, le fait qu'il y ait une étude qui fournisse un résultat, en soi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est un niveau de preuve faible. Si, par contre, on a plusieurs études qui fournissent le même résultat, alors on arrive à un niveau de preuve supérieur. Et là, vous voyez, c'est le mot réplication qui est crucial ici. Dans la recherche expérimentale, la réplication des résultats est quelque chose d'essentiel pour qu'on finisse par y croire. C'est ça qui rend les résultats crédibles. Donc là, on arrive au grade B, au deuxième étage de la pyramide, quand il y a eu des essais expérimentaux qui ont été répliqués. Et puis au fil du temps, si c'est un sujet de recherche sur lequel il y a beaucoup d'études, on peut avoir des dizaines d'études, et puis on va arriver à avoir des dizaines d'études. Alors il y en a 30 qui disent que la méthode A marche mieux que la méthode B, il y en a 20 qui disent que les deux sont égales, il y en a 10 qui disent que la méthode B marche mieux que la méthode A. Comment on fait la synthèse? Comme ça, au jugé, c'est pas facile. Et il y a des procédures statistiques pour faire la synthèse d'un grand ensemble d'études qui ont des résultats divergents, et ça s'appelle des méta-analyses. Voilà, la méta-analyse, c'est une procédure statistique qui permet de faire une synthèse quantitative des résultats de toutes les études. Et donc là, on arrive au sommet de la pyramide, le grade A, c'est-à-dire le gold standard du niveau de preuve. Donc vous voyez, quand par exemple la Haute Autorité de Santé fait une synthèse, fait une évaluation de certaines pratiques médicales qui vont conduire à une recommandation de bonnes pratiques pour tous les médecins de France, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle fait la revue intégrale de la littérature scientifique internationale, elle va chercher tous les articles, elle les compile, elle en fait des méta-analyses, si c'est possible, et elle va dire, voilà, telle pratique grade A, telle pratique grade B, telle pratique grade C, etc. Et comme ça, les médecins, ils savent qu'évidemment, dans tout l'éventail de leurs pratiques, évidemment, il y a des choses qui ne sont pas prouvées. Il y a plein de choses que les médecins font qui ne sont pas prouvées. Il y a plein de choses que les enseignants font qui ne sont pas prouvées. Et c'est un peu inévitable dans la vie de tous les jours. On fait plein de choses qui ne sont pas prouvées. On les fait quand même parce qu'il faut bien les faire. Mais au moins, les médecins sont conscients de ce qu'ils font qui n'est pas prouvé. Ils sont conscients de ce qu'ils font qui a un faible niveau de preuve. Et ils sont conscients de ce qui a un niveau de preuve supérieur. Et ils exercent leur jugement et ils adaptent leurs pratiques en fonction. Et donc finalement, c'est ça qui serait le Graal finalement qui serait à atteindre également par les enseignants. Que les pratiques des enseignants, c'est pareil, on ne va pas pouvoir les scientifiser à mort et à 100%, mais qu'au moins les enseignants aient ce bagage qui leur permettent de dire, voilà, l'éventail des pratiques qui se proposent à moi pour un objectif particulier, et je sais que parmi ces pratiques, telles et telles ont été évaluées, que telles et telles ont été plus efficaces, et je sais ça avec un certain niveau de confiance, et ce niveau de confiance, eh bien, c'est le niveau de preuve qui correspond à la position dans cette pyramide.
Et donc, ceci pour éveiller en quelque sorte ce qu'on appellerait votre vigilance épistémique. Que ça soit pendant votre formation initiale ou pendant toute votre carrière d'enseignant, vous allez pas arrêter d'entendre des affirmations sur ce qui marche et ce qui ne marche pas dans l'enseignement. Tout le temps, tous les jours, vous allez entendre ah, ça marche bien, ça marche pas bien. Et c'est important d'au moins se poser la question, ok, mais quelles sont les données derrière cette affirmation? Déjà, est-ce qu'il y a des données? C'est loin d'être toujours le cas. Est-ce qu'il y a des données? Quelles sont ces données? Qui les a collectées? Quels sont les résultats? Est-ce que les résultats de l'expérience dont on me parle sont bien ce qu'on est en train de me dire? Et puis, si c'est un vrai sujet de recherche, finalement, quel est le niveau de preuve qu'on peut associer à tel résultat? Je sais bien que je suis en train de mettre un standard extrêmement haut pour l'activité d'enseignant, et je ne dis pas que c'est une condition absolument nécessaire, mais c'est pour vous donner une idée de ce vers quoi il serait intéressant de tendre si on vise finalement à être plus efficace. Et donc, cette manière générale de procéder, c'est ce qu'on appelle l'éducation fondée sur des preuves, qui est modelée directement sur la médecine fondée sur des preuves, qui est en fait une traduction de l'expression anglaise « evidence-based medicine »,« evidence-based education », avec « evidence » qui est un faux ami, ça ne veut pas dire évidence du tout, « evidence », ça ne veut pas dire preuve non plus, ça veut dire en gros données factuelles. On n'exige pas des preuves formelles de tout avant d'agir, sinon on n'agit plus, mais on demande que, avant d'adopter une croyance, que quelque chose marche par exemple, on exige un minimum de données derrière qui vont permettre de rendre cette croyance crédible. Alors, pour moi, ça paraît une évidence finalement qu'il faut faire de l'éducation fondée sur des preuves, mais tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens qui pensent que c'est une hérésie, que l'enseignement ne peut pas être basé sur la science, etc. Bon, moi, je demande quand même quelles sont les alternatives. Ça serait quoi les alternatives d'une éducation fondée sur des données factuelles? Ça serait une éducation fondée sur des croyances, une éducation fondée sur des philosophies. Tout ça, c'est pas très séduisant. Vous voyez, même des philosophies de l'éducation, c'est très intéressant. Les philosophies de l'éducation, on va vous enseigner Rousseau, on va vous enseigner Dewey, etc. Super, ça peut vraiment inspirer un enseignant à enseigner d'une certaine manière. Mais il n'y a pas de lien direct entre une philosophie de l'éducation et des pratiques très concrètes. Et donc les pratiques qui vont être inspirées par une philosophie de l'éducation, il n'y a aucune garantie qu'elles soient efficaces en fait. Donc ça peut être très inspirant les philosophies de l'éducation, mais il faut s'en méfier un petit peu et pas les prendre au sens littéral et penser qu'on suit cette philosophie et tout d'un coup on va être efficace. Ça ne dispense pas d'évaluer les pratiques qui s'inspirent de ces philosophies. Donc on en revient toujours à la question finalement, qu'est-ce qui va faire que je vais croire à l'hypothèse que cette pratique est efficace ou pas? Donc finalement, les données factuelles, qu'on le veuille ou non, obtenues à la fois par l'observation et par l'expérimentation, c'est le seul moyen fiable qu'on a pour départager les hypothèses. Et puis d'ailleurs, c'est possible, parce que l'éducation fondée sur les preuves, ils le font déjà ailleurs. Dans d'autres pays, le meilleur modèle qu'on ait actuellement, c'est la Grande-Bretagne, qui a poussé la chose très loin. Mais déjà, pour vous montrer que dans la recherche en éducation, ça existe et ça existe à grande échelle. Donc pour vous donner un exemple, ce chercheur néo-zélandais qui s'appelle John Hattie, il a écrit en 2008 un livre qui s'appelle Visible Learning, qui est en fait une synthèse de toute la recherche en éducation, de toutes les recherches quantitatives en éducation. Et il a cherché toutes les revues scientifiques internationales en éducation, il a cherché toutes les méta-analyses. Donc vous vous souvenez, les méta-analyses, c'est les analyses qui compilent un grand nombre d'études. Il a trouvé 800 méta-analyses dans les revues, donc déjà, il y a beaucoup de choses. Et sur ces 800 méta-analyses, elles rassemblent les résultats de plus de 50 000 études. 50 000 études expérimentales comparant au moins 2 groupes d'élèves subissant des traitements différents. Et ces 52 000 études ont été basées sur plus de 100 millions d'élèves, dans plusieurs dizaines de pays. D'accord ? Donc, c'est pas comme s'il n'y avait pas de données en recherche en éducation, c'est pas comme si on ne savait rien. On sait en fait plein de choses. Il y a déjà beaucoup de résultats qui ont été validés dans des méta-analyses, et ce ne sont pas des petits résultats basés sur des petits groupes, ce sont des résultats qui ont été obtenus à grande échelle, qui ont été validés dans plein de pays différents. Ce livre a été publié en 2008, et j'ai regardé un petit peu l'évolution du volume des publications scientifiques en éducation depuis. Je pense qu'on a doublé à peu près le nombre d'études, au moins. Donc vous voyez, il y a déjà beaucoup de connaissances disponibles, scientifiques, rigoureuses, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas en éducation. Et donc ça, c'est important de savoir que ça existe
et que c'est une ressource qu'on peut aller consulter. Alors bon, l'inconvénient du bouquin de John Hattie, c'est qu'il est en anglais, il n'est pas prêt d'être traduit, mais il y a d'autres sources secondaires qui puisent aux mêmes sources, qui peuvent être lues par les enseignants français. Alors pour terminer, je voudrais juste vous montrer juste un exemple d'un résultat qui est issu de cette approche et qui a un niveau de preuve très élevé. Parce que, bon, c'est pas pour vous dire que ce résultat est plus important qu'un autre, mais voilà, pour vous donner un exemple de quelque chose qui a un niveau de preuve très élevé. Alors là, on devrait faire un nouveau test. Donc là, cet article, c'est une étude qui a été faite par des collègues américains sur des étudiants à l'université, et en leur demandant, en les sondant tout simplement sur quelles sont les pratiques que vous utilisez pour réviser pour vos examens. Quelles pratiques utilisez-vous vous-même pour apprendre vos cours et réviser pour les examens? Et donc, ils ont fourni une longue liste de pratiques, et puis les étudiants ont voté. Et puis, ils ont confronté les réponses de ces étudiants, donc quelles sont les pratiques de révision les plus populaires des étudiants. Ils ont confronté ça avec les résultats des recherches expérimentales qui testent l'efficacité de ces pratiques pour voir si les étudiants utilisaient les pratiques les plus efficaces. Alors, je crois qu'on va avoir encore un petit peu le même problème, que vous n'allez pas pouvoir... bon, là, vous n'allez même pas pouvoir voir les alternatives, donc on va passer le truc. Mais le résultat... c'est qu'ils ont découvert, et je pense qu'on découvrirait exactement la même chose parmi vous, hein, que en fait, les techniques d'apprentissage utilisées par les étudiants sont souvent ceux qui ont l'efficacité la plus faible. Et que, à contrario, les techniques d'apprentissage qui ont la meilleure efficacité sont très peu connues et très peu utilisées des étudiants. Et vous allez pouvoir le voir tout de suite. Là, donc, il y a 10 pratiques qui ont été classées finalement par ordre d'efficacité selon les études expérimentales. La meilleure, c'est se tester. La deuxième, c'est étaler les révisions dans le temps. La troisième, c'est alterner les contenus à réviser. Et puis, tout en bas, il y a des techniques qui sont... Là, par exemple, la technique la plus utilisée par les étudiants, c'est relire plusieurs fois. Je relis mon cours 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et je pense que plus on augmente le nombre de relectures, et mieux ça s'ancre en mémoire. Croyance fausse. C'est une intuition que vous avez sur votre apprentissage. Cette intuition est fausse. Ça a été prouvé expérimentalement. Donc c'est peut-être toujours ça de gagner pour vos études à venir d'ailleurs. Surligner les passages les plus importants. Hein, on voit beaucoup d'étudiants qui surlignent, à la fin tout est jaune. Efficacité faible. Okay, donc ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui est en haut de la pyramide là. Alors, je vous montre un exemple d'étude expérimentale qui a testé ça. Donc, cette étude expérimentale a été faite vraiment sur un apprentissage totalement arbitraire qui n'a aucun intérêt scolaire ou universitaire, mais ça se généralise aussi à des apprentissages scolaires. Donc là, il s'agissait d'apprendre une liste de 50 mots, totalement arbitraire. C'est pas facile de retenir une liste de 50 mots s'il n'y a aucun lien entre les mots, etc. Mais voilà, c'était un pur exercice de mémoire. Donc, vous devez apprendre ces 50 mots et on fait l'examen 48 heures plus tard. On a réparti, donc on a recruté un grand nombre d'étudiants, hein, plus de 100, et on les a répartis aléatoirement dans 3 groupes d'apprentissage différents, 3 régimes d'apprentissage. Le premier groupe, on lui a demandé de lire la liste de 50 mots 8 fois. 8 fois, c'est beaucoup. Au bout de 8 fois, de 8 lectures, on doit commencer à en retenir un certain nombre. Le deuxième groupe, on lui a demandé de lire la liste 6 fois, et les 2 autres fois, qui étaient un peu intercalées dans les lectures, ils ont dû simplement réciter les mots dont ils se souvenaient. Okay, donc ils se sont testés sur leur récupération en mémoire de la liste. Et puis le troisième groupe, il a fait 4 lectures et 4 récitations. D'accord ? Au total, les 3 groupes ont consacré exactement le même temps à la phase d'apprentissage. Hein, le temps qui était consacré à la lecture dans un groupe a été consacré à de la récitation dans l'autre groupe, ça a duré exactement le même temps. Et donc les résultats, c'est que ceux qui ont fait 8 lectures, 0 récitation, ils ont retenu 17% des mots. Ceux qui ont fait 6 lectures, 2 récitations, 25% des mots. Ceux qui ont fait 4 lectures, 4 récitations, 39% des mots. Donc vous voyez, en substituant 4 récitations à 4 lectures, on a doublé le nombre de mots retenus pour un truc complètement arbitraire. Ça, c'est un effet phénoménal. Et c'est un effet qui a été répliqué des dizaines et des dizaines de fois sur des contenus pédagogiques multiples et variés, sur des élèves à l'université, sur des élèves en primaire et à tous les niveaux, et dans tous les pays du monde où il y a de la recherche en psychologie. Une variante de ça, c'est, OK,
vous apprenez un truc, vous avez une première exposition, une première lecture, un premier cours, et puis après, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous pouvez relire, ou alors vous pouvez vous tester. Alors, en fonction, donc si là, c'était à réciter, ça peut être aussi un QCM, ça peut être plein d'autres choses. Après, quand vous récitez ou quand vous êtes testé, bah, évidemment, vous avez des bonnes réponses et des mauvaises réponses. Qu'est-ce qu'on fait des mauvaises réponses? Évidemment, l'intuition dit que il faut qu'on vous dise si la réponse est mauvaise de manière à ce que vous puissiez corriger votre apprentissage. Hein, ça tombe sous le sens. Et donc là, c'est une expérience où, pour une partie des élèves, ils ont fait que de la lecture. Pour un deuxième groupe, ils ont fait de la lecture et du test. Hein, on a remplacé du temps de lecture par du test, comme dans l'expérience précédente, mais sans leur dire quelles étaient leurs réponses fausses et quelles étaient les bonnes réponses. Et dans le troisième groupe, ils ont fait de la lecture et du test, et dans les tests, quand ils commettaient des erreurs, on leur donnait la bonne réponse. Donc on leur donnait un retour d'information qui leur permettait de se corriger. Okay ? Et donc le résultat, c'est que, bon, quand ils faisaient que de la lecture, à nouveau 11% de rétention, c'est très faible. Quand ils faisaient de la lecture et du test, 33% de rétention, même sans retour d'information sur les erreurs. Ils ont fait des erreurs, on ne leur a pas dit que c'était des erreurs, on ne leur a pas dit la bonne réponse, mais le seul fait de s'être testés, ils ont 3 fois plus de mots retenus. Donc vous voyez, l'effet de test, il est vraiment très fort et il n'est pas dû uniquement à l'opportunité qu'on a de corriger les mauvaises réponses. Alors après, évidemment, si on vous donne en plus les bonnes réponses à la place des mauvaises réponses, eh ben vous augmentez encore votre performance jusqu'à 43%. Donc là, sur le coup, l'intuition populaire était correcte, que si on vous corrige vos erreurs, vous allez vous améliorer. Et ça, c'est un point très important aussi. Encore faut-il dire que vous allez vous améliorer si on vous corrige vos erreurs immédiatement. Hein, il y a toute une gamme de travaux en psychologie et en neurosciences qui montrent que le retour d'information sur l'erreur doit intervenir dans un très bref délai après l'erreur pour que le cerveau enregistre la correction. Vous voyez un petit peu le contraste avec ce qui se passe dans la plupart des classes où vous faites le contrôle un jour et vous avez le corrigé et la note la semaine suivante, dans le meilleur des cas. Autrement dit, l'effet du retour d'information dans la situation standard est à peu près nul. C'est comme s'il n'y en avait pas eu. D'accord ? Donc ça fait réfléchir un petit peu aussi à qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en classe pour accroître cet effet du retour d'information. Donc voilà, 2 exemples d'effets. Juste pour vous dire que donc cet effet, il a été testé des dizaines et des dizaines de fois, suffisamment pour qu'on puisse en faire une méta-analyse de 159 comparaisons dans 61 études, vous voyez, et ça c'était en 2014. Et le résultat, c'est qu'il y a un avantage robuste du test sur la lecture pour la mémorisation. Et ça, voilà, ça a été répliqué. Bon, je ne vous explique pas les statistiques qu'il y a derrière, mais donc ça sort, c'est un effet important qui sort d'une méta-analyse de plusieurs dizaines d'études. Autrement dit, ce résultat de la supériorité du test sur la lecture, on est au grade A de preuve dans la pyramide. C'est un des résultats les plus robustes qu'on ait dans toute la psychologie, en fait. Hein ? Et vous voyez que ça ne dit pas immédiatement ce qu'il va falloir faire en classe. Mais en même temps, on voit bien que c'est le genre de résultat tellement fondamental, tellement important, qu'on ne peut pas se permettre de l'ignorer. Vous, en tant qu'étudiant, vous ne pouvez pas, maintenant vous le savez, vous n'allez pas vous permettre de l'ignorer pour vos examens futurs. Vous devez capitaliser là-dessus si vous voulez être performant dans vos examens. Et c'est pareil, à un moment, il va falloir partager cette connaissance avec vos élèves. Vos élèves, ils ont besoin de savoir aussi comment apprendre à apprendre. Ils ont besoin que vous leur transmettiez ça. Et même maintenant, c'est au programme. Ça s'appelle le domaine 2 du socle commun. Vous allez entendre parler de ça un peu plus tard. Donc ça, c'est de la connaissance fondamentale indispensable à la fois à connaître pour vous et à transmettre à vos élèves. Même si la manière de le faire, vous voyez, ces manips, elles ne disent pas comment vous allez pouvoir le faire. Hein. Il n'y a pas de solution clé en main, de méthode comme ça toute faite et tout d'un coup on bénéficie de l'effet de test. Là, il y a un vrai travail à faire avec vos formateurs, avec vos collègues enseignants, vous-même dans votre classe, pour trouver les pratiques pédagogiques qui permettent de mettre en œuvre efficacement ces effets. Mais vous voyez qu'il y a un vrai enjeu, et cet effet, c'est juste un exemple. Il y en a d'autres qui sont à pêcher dans la recherche en psychologie et en sciences de l'éducation, qui sont vraiment intéressants. On va sauter les questions qui fâchent puisqu'il est midi, mais on pourra, si vous voulez, on peut faire une séance de questions. Après, je réponds à toutes les questions que vous voulez, y compris celles qui fâchent, que je passe rapidement. Juste pour dire que
quelquefois, on nous dit « Ah, mais vous mettez beaucoup l'accent sur les méthodes, les pratiques pédagogiques, et en fait, vous ignorez complètement tous les facteurs sociaux, etc. En fait, on sait bien que la réussite scolaire des élèves est entièrement déterminée par leur milieu social, etc. » Bon, d'abord, ces recherches n'ignorent pas le milieu social des élèves, simplement elles le neutralisent méthodologiquement parce que ce n'est pas l'objet de l'expérience. Mais on sait bien que le milieu social des élèves a une influence sur leur réussite scolaire, ça a été prouvé dans des centaines et des milliers d'études, personne ne l'ignore. Et personne ne dit que c'est pas vrai. Simplement, ce n'est pas le seul facteur qui influence la réussite scolaire des élèves. Il y a de multiples facteurs qui influencent la réussite scolaire des élèves. John Hattie a essayé de faire un petit camembert dans lequel il a schématiquement représenté la part de chaque grande classe de facteurs dans la réussite scolaire des élèves. Vous voyez que le gros morceau, c'est les élèves eux-mêmes, c'est-à-dire vous récupérez des élèves au début de l'année, bon, ils arrivent, ils ont tout un vécu derrière. Donc, une bonne partie de ce qu'ils vont être capables d'apprendre, ça dépend de ce qu'ils ont déjà appris avant de vous voir. Donc déjà, c'est une partie que vous ne contrôlez pas. Donc dans cette partie bleue, il y a les prédispositions génétiques de l'élève, il y a son vécu, son environnement, l'expérience, l'enseignement qu'il a reçu, il y a tout, mais tout ce qui fait qui il est au jour J où il entre dans votre classe. Et puis il y a des facteurs de type environnement familial et social, hein, bien sûr. Donc là, c'est à la maison, sachant que l'environnement familial et social, il est déjà largement responsable de ce que sont ses étudiants, donc il est aussi représenté dans la partie bleue ici. Et puis il y a des effets de pair, les autres camarades évidemment ont une influence sur la réussite de l'élève. Il y a des effets d'école, la manière dont l'école est organisée, les moyens qu'elle a, etc. Des effets dus au chef d'établissement. Mais vous voyez qu'il y a aussi une large part qui est due juste aux pratiques pédagogiques des enseignants. Donc voilà, c'est pour dire que c'est une espèce de verre à moitié vide, verre à moitié plein. L'enseignement ne peut pas tout pour un élève, vous n'avez pas la maîtrise de 100% de ce que cet élève va apprendre, vous êtes obligé de composer avec ce qu'est cet élève au début de l'année scolaire et avec tout un tas de choses qu'il a dans son cerveau, et évidemment son environnement social et familial, vous n'allez pas pouvoir le changer non plus, hein, donc c'est pas la peine de ressortir tout le temps l'environnement familial et social, vous n'y pouvez rien. Par contre, il y a un truc que vous maîtrisez, c'est les pratiques pédagogiques, c'est vos propres pratiques. C'est ça le levier d'action que vous avez qui peut faire une différence pour les élèves. Et donc, c'est le seul que vous avez en main finalement, c'est là-dessus qu'il faut agir, et il faut agir en se basant sur des connaissances scientifiques sur l'efficacité des pratiques. Donc j'en ai fini, et donc pour résumer, enseigner n'est pas une science, mais c'est une pratique qui doit être fondée sur les connaissances scientifiques, à la fois sur les apprentissages et sur l'efficacité des pratiques pédagogiques. La plupart des questions du type comment enseigner efficacement ou plus efficacement admettent une réponse, et on peut déterminer rigoureusement cette réponse par la méthode expérimentale, même si, évidemment, c'est très complexe, il y a de multiples facteurs qui entrent en jeu, et les résultats, évidemment, peuvent dépendre du contexte, du pays, de la langue, de la culture, du milieu, des élèves, ce qui nécessite de répliquer les expériences dans des contextes variés avant d'en faire des grandes généralités. Mais quand même, il existe déjà une quantité très importante d'études expérimentales qui répondent à de nombreuses questions qu'on peut se poser, et du coup, quand c'est le cas, il serait vraiment coupable de ne pas en tenir compte. Et évidemment, il faut être conscient que ces études n'ont pas réponse à tout, et il y a plein de questions pour lesquelles on n'a aucune réponse, et dans ce cas, le meilleur moyen d'avoir des réponses, c'est de mener les études expérimentales qui vont permettre d'y répondre. Et on doit constater quand même qu'en France, on souffre d'un déficit de ce genre de recherche expérimentale. Il y a beaucoup moins que dans d'autres pays la culture de l'expérimentation, et donc il faut les encourager parce qu'on ne peut pas juste transposer les résultats qui ont été obtenus en Angleterre ou aux États-Unis. On doit aussi vérifier que les méthodes qui ont été conçues ailleurs sont aussi efficaces en France sur les élèves français dans le contexte scolaire français. Donc on a besoin, quoi qu'on fasse, de faire de telles expérimentations en France. Et donc par conséquent, c'est une invitation pour vous, non seulement à être familier avec les résultats issus de la recherche, à être familier avec cette démarche expérimentale, mais aussi à vous engager dans cette démarche expérimentale. Certainement, dans votre carrière d'enseignant, il y aura à un moment soit des acteurs institutionnels ou des chercheurs qui vous proposeront de faire participer votre classe à des expérimentations. J'espère qu'à l'issue de cette conférence, vous voyez tout l'intérêt qu'il y a de participer activement à ce genre de recherche. Et sur ce, je vous donne quelques sources qui sont utiles si vous avez envie de creuser un petit peu plus. On pourra vous les mettre à disposition, les liens si vous le voulez, des conférences en vidéo, des sites de blog,
et également des livres. Le livre que j'aurais pu ajouter, c'est le nouveau livre de Stanislas Dehaene qui s'appelle Apprendre et qui est sorti hier. Je n'ai pas encore eu le temps de le rajouter. Merci pour votre attention et je veux bien prendre toutes les questions une fois que ceux qui doivent sortir maintenant sont sortis.